Bonjour et bienvenue, on s'est tous posé la question, non? Pourquoi est-ce que tant de relations, qui semblent pourtant pleines d'amour, finissent par exploser en vol? On a tendance à croire que c'est juste un manque de sentiments. Mais en fait, la psychologie moderne nous souffle une raison bien plus surprenante, quelque chose de quasi invisible. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, elle est assez percutante, hein. Elle vient bousculer un peu tout ce qu'on pense savoir sur les ruptures. Imaginez un instant. Et si le vrai problème, ce n'était pas que l'amour s'en va, mais plutôt un décalage bien plus profond, presque architectural, entre deux personnes. Une sorte de défaut de construction dans la relation. C'est exactement ça qu'on va creuser. Parce que, soyons honnêtes, choisir la personne avec qui on va partager sa vie, c'est sans doute l'une des décisions les plus énormes de notre existence. Ça façonne tout, notre quotidien, notre bien-être, notre avenir. C'est un acte qui a un poids fou. Et pourtant, on y va souvent un peu à l'aveugle, avec très peu de préparation psychologique. Alors, première partie, les enjeux élevés de l'amour. On va se pencher sur cette confusion, cette douleur qui peut naître même quand, au fond, les sentiments sont bien réels. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, malheureusement. Une relation qui commence comme un conte de fées, avec des promesses, du bonheur, et puis, petit à petit, ça se transforme en une source de souffrance. Et là, on se pose la fameuse question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça a dérapé? On s'aimait pourtant. Eh bien, cette confusion, c'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Deuxième partie, au-delà du manque d'amour. Alors, si ce n'est pas le manque de sentiments, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la véritable cause? La réponse, elle tient à un concept clé. Et le voici, ce fameux terme, l'incompatibilité structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une idée assez simple mais puissante. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, mais ne pas être construit pour vivre avec cette personne au jour le jour. En gros, l'amour et la compatibilité, eh bien, ce sont deux choses bien distinctes. Et quand on découvre cette incompatibilité sur le tard, les conséquences, elles peuvent être vraiment douloureuses. On parle d'irritabilité, de conflits constants sur l'espace personnel, de perte d'estime de soi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça, ça ne vient pas de la méchanceté de l'un ou de l'autre. Non, ça naît simplement d'un décalage profond, d'un clash entre les besoins psychiques de chacun. Bon, d'accord. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette fameuse structure? Cette architecture interne qui nous définit en amour? La psychologie a une réponse assez claire là-dessus. Tout remonte à nos toutes premières expériences affectives, dès l'enfance. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. En gros, elle nous dit qu'on développe très tôt un style relationnel qui va nous suivre toute notre vie. Regardez ce tableau. On a le sécure, l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Chacun a des besoins et des réactions complètement différents face à la proximité et à l'autonomie. Et essayer de se reconnaître là-dedans, c'est déjà une première étape cruciale. Et alors là, on a le clash classique, le duo qu'on retrouve le plus souvent dans les relations qui rament. D'un côté, le partenaire de style anxieux, qui a un besoin vital de proximité pour se sentir en sécurité, et de l'autre, le partenaire évitant, qui lui a besoin d'air, d'espace pour ne pas se sentir étouffé. Vous voyez le problème? Leurs besoins fondamentaux sont diamétralement opposés. L'amour peut être bien présent, mais la structure même de leurs besoins les met en conflit constant. C'est presque mathématique. La question logique, c'est « mais pourquoi on ne voit pas ça dès le début ?» La réponse, elle est chimique, c'est notre cerveau. Au début d'une relation, c'est un véritable cocktail de dopamine et d'autres hormones, la fameuse phase lune de miel. Et ce cocktail nous met des œillères, il nous rend littéralement aveugles aux défauts et surtout aux incompatibilités. On ne voit pas la personne en face, on voit une version idéalisée. Cette petite phrase le dit très bien, c'est l'illusion temporaire du « je ne pourrai jamais vivre sans toi ». Ce qui nous semble être une vérité absolue, gravée dans le marbre, n'est en fait souvent qu'une illusion affective passagère. Et le problème, c'est que ce voile finit toujours par se lever. Et c'est à ce moment-là, seulement, que la réalité de nos structures internes respectives se révèle au grand jour. Ok, donc, on a compris le problème. Maintenant, partie 4, comment on fait pour l'éviter? La solution, et c'est la bonne nouvelle, elle réside dans la connaissance de soi. Et pour ça, il y a ce concept super important, le style relationnel préférentiel. Pensez-y comme une sorte de carte d'identité de vos besoins en amour. C'est votre mode d'emploi personnel. Le but du jeu, c'est de bien connaître le sien pour pouvoir ensuite trouver un partenaire dont le mode d'emploi est compatible. Alors, comment on fait pour définir ce fameux profil? Eh bien, il faut se poser les bonnes questions, des questions très concrètes, comme celle-ci. Quelle fréquence d'interaction je souhaite? De combien d'espace j'ai besoin? Comment est-ce que je me sens vraiment aimée? C'est clair, ce ne sont pas des questions qu'on se pose tous les matins en se brossant les dents, mais elles sont
fondamentale pour comprendre ce dont on a vraiment profondément besoin pour s'épanouir en couple. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe de notre société, vous ne trouvez pas ? On nous bombarde de messages, nous encourageant à tomber amoureux, comme si c'était un accident, quelque chose de passif. Mais on ne nous apprend jamais à choisir lucidement un partenaire. Et ça, c'est un acte actif, un acte qui demande avant tout de très bien se connaître soi-même. Ce qui nous amène à notre dernière partie. Et là, on va élever un peu le débat, parce qu'il ne s'agit plus seulement de son propre bonheur, mais aussi d'une forme de responsabilité éthique envers l'autre. C'est une idée très forte. S'engager sans bien se connaître, c'est prendre le risque de tromper l'autre, mais involontairement. C'est-à-dire qu'on va faire des promesses, sincèrement, que notre propre structure psychique nous empêchera de tenir. Ce n'est pas de la malveillance, non, c'est une sorte de confusion interne qui, au final, fait énormément de dégâts. Et ça mène tout droit à ce cercle vicieux, ce cycle de frustration mutuelle. On a un partenaire qui demande, qui a besoin, de quelque chose que l'autre est tout simplement incapable de donner. Et cet autre, lui, aspire à une distance que le premier interprète comme un manque d'amour. C'est un dialogue de sourds total, chacun se sent incompris, frustré, et le pire, c'est que de son propre point de vue, chacun a raison. Alors, comment on sort de là ? Le chemin vers un engagement plus sain, plus lucide, il passe par ces 3 grandes étapes. D'abord, explorer ses propres ressources, mais aussi ses limites émotionnelles. Ensuite, comprendre les modèles de relations qu'on a en tête, souvent inconsciemment. Et enfin, clarifier son propre rapport au contact par rapport à l'autonomie. C'est un vrai boulot d'introspection en fait, un engagement avec soi-même avant même de s'engager avec l'autre. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante de toute cette analyse. L'amour qui dure, le vrai, ce n'est pas un amour magique qui efface toutes les différences. Non, c'est un amour qui est solidement ancré dans la réalité, qui s'aligne sur la vérité psychologique de chaque personne. C'est la rencontre de 2 architectures internes qui, non seulement s'aiment, mais qui peuvent coexister en harmonie. Et je voudrais finir en vous laissant avec cette question. Et si, au fond, l'acte d'amour le plus profond, le plus sincère, ce n'était pas de promettre la lune, mais d'abord de vraiment se connaître soi-même ? Peut-être que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à l'autre et à soi, c'est cette clarté, cette lucidité, de savoir qui on est vraiment et ce dont on a besoin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration.